clôturer donc notre après-midi, nous avons maintenant l'immense honneur de recevoir le gouverneur de la Banque de France, François Villeroy de Galhau. Merci de l'applaudir. Merci de m'accueillir et bonsoir. Je suis très heureux de vous retrouver. Je me demandais s'il y avait moyen d'éclairer un tout petit peu la salle parce que vous êtes tous dans une obscurité où je vous devine. Ah voilà, si jamais c'est possible de rester comme ça et que vous voyez les slides, ça met un contact humain formidable dans notre rencontre. Et ça ajoute à la joie d'être là, dont je remercie Yves Perrier et Cécile Goubet. C'est aussi un plaisir, cher Augustin, de parler après toi. C'est toujours tonique. Vous avez retenu, il y a les fanas, il y a ceux qui sont contre, il y a ceux qui grommellent. Mais nous allons réconcilier tout le monde avec une conviction que je partage ô combien, c'est que transition écologique et place financière de Paris et puissance financière européenne doivent aller ensemble. Alors ces rencontres s'appellent le temps de l'action et nous n'avons en effet plus d'autre choix que l'action. Nous assistons chaque jour un peu plus aux effets délétères, même s'ils étaient anticipés, du changement climatique. Et donc combattons, je crois que c'est ce qui nous réunit cet après-midi, la résignation et l'impuissance. Je veux dire d'emblée, nous sommes à Paris, je l'ai dit au G20 et au FMI à Washington la semaine dernière, Paris reste la référence en la matière, l'accord de Paris reste un acquis décisif. Alors, pour le secteur financier, la tâche est claire. Il s'agit de mobiliser, avec l'appui des pouvoirs publics, les financements nécessaires à la transition. Mais ce qui est tout aussi clair, c'est que c'est à la fois une opportunité, bien sûr, et un très grand défi. Et je voudrais développer les composants de cette opportunité et de ce défi devant vous en 2 temps, rapidement. D'abord dire que les besoins sont considérables alors que les moyens publics sont limités, mais ensuite, ce qui permettra de résoudre la tension que je viens d'évoquer, que les ressources privées sont-elles pourtant bel et bien significatives, l'impératif est donc, et on va retrouver l'union des marchés de capitaux avec laquelle Augustin a conclu, l'impératif est de bâtir un pont plus direct entre ces ressources privées et ces besoins d'investissement très importants. Je commence par eux, si vous voulez bien. La première étape, c'est en effet de quantifier l'effort d'investissement à mener pour atteindre la neutralité carbone. Alors, les études se sont multipliées en ce sens, je vais les résumer devant vous, avec un relatif, je souligne le relatif, consensus d'ensemble sur le montant global à horizon 2030. Alors, vous voyez à droite les estimations pour la France, le rapport Pisani-Ferry et Mahfouz de l'année dernière, qui estime l'effort d'investissement net annuel supplémentaire à 66 milliards d'euros, soit environ 2,4% du PIB annuel. C'est une mesure en net qui suppose la réorientation totale des investissements carbonés actuels. Ces chiffres sont assez proches, encore une fois en montant, des estimations publiées fin 2023 par la Direction générale du Trésor, 63 milliards par an d'ici 2030, et ils sont cohérents avec les estimations de l'Institut pour l'économie du climat, I4CE, à 2,1%. L'I4CE est un peu plus bas parce qu'il se concentre sur un périmètre un peu plus restreint hors agriculture et industrie. Maintenant, si on regarde l'échelle européenne, qui est la gauche du slide, l'effort apparaît plus important. La Commission, c'est l'estimation qui est à l'extrême gauche, a récemment rehaussé ses estimations jusqu'à 620 milliards d'euros d'investissements supplémentaires par an, soit 3,7% du PIB de l'Union européenne. Je crois qu'on peut considérer que cette estimation haute est un majorant. Si je reviens à l'Institut pour l'économie du climat, à l'échelle européenne, il arrive à 2,6% du PIB ou un peu plus de 400 milliards d'euros. Petit commentaire, ces chiffres européens englobent des situations individuelles et des mix énergétiques très différents selon les pays qui peuvent expliquer une estimation un peu plus élevée que les études sur la France.
mais considérons qu'il y a une relative convergence entre 2,5 et un peu plus de 3% du PIB. Si je regarde maintenant la composition sectorielle, et c'est le détail des codes couleurs pour la France à droite, là, les estimations divergent plus substantiellement. Le bâtiment, par exemple, qui est en vert, dans le rapport Pisani, représente la claire majorité des investissements, vous le voyez, mais pas des gains d'émissions. Et si je regarde l'effort sur le transport, en bleu pâle, il représente entre 0,1 et 1,2% du PIB français selon les sources. Donc des écarts beaucoup plus importants, mais qui proviennent en partie de l'incertitude sur la configuration finale de notre système de mobilité, quelles sont les hypothèses sur l'usage du rail, des véhicules individuels, etc. Je veux noter enfin, à propos des montants, que les montants évoqués ici se concentrent sur le défi de l'atténuation du changement climatique. Les besoins liés à l'adaptation pourraient, quant à eux, s'avérer plus importants encore, mais ils sont beaucoup plus incertains à ce stade. Alors, j'ai essayé de clarifier les besoins d'investissement. Maintenant, relevons que les possibilités de financement public, tant monétaire que budgétaire, sont contraints. Contraint ne veut pas dire nul, mais il faut combattre la tentation que j'appellerais de la baguette magique. Il y a d'abord l'illusion monétaire, selon laquelle les banques centrales pourraient supporter la majeure partie de l'effort assez simplement. Alors, je ne vous surprendrai pas en soulignant que cette thèse n'est ni souhaitable économiquement, ni possible juridiquement. D'une part, un pur financement monétaire risquerait d'instaurer une poussée inflationniste qui nuirait à nos concitoyens. N'oublions pas que nous sortons, heureusement, d'une crise inflationniste dont nous avons vu les coûts économiques, sociaux, politiques. De l'autre, ce pur financement monétaire entrerait en contradiction directe avec les traités européens qui prohibent le financement monétaire des déficits. Mais, si nous refusons l'illusion, nous revendiquons l'engagement maximum. Et je voudrais le détailler un peu devant vous face aux enjeux climatiques. On l'a résumé avec ce slide que vous voyez selon deux axes, l'axe horizontal de la Banque centrale, l'axe vertical du superviseur. Il se trouve que la Banque de France est reconnue par des ONG internationales comme la banque centrale la plus verte du G20 et nous y sommes sensibles. Et qu'avec la BCE, nous sommes pionniers à la fois comme superviseur, l'axe vertical, la surveillance des risques et les stress tests climatiques où nous avons été pionniers, et comme autorité monétaire, l'axe horizontal, le verdissement des opérations monétaires, la macroéconomie du climat. Je ne rentre pas dans les détails. Vous savez peut-être aussi que nous avons créé à Paris, fin 2017, le réseau dit du NGFS, Network for Greening the Financial System. Je n'ai pas besoin de traduire. Il regroupe maintenant plus de 140 banques centrales et superviseurs fortement engagés et la Banque de France en assure le secrétariat mondial. Donc nous faisons notre part, toute notre part. Je m'y engage fortement ce soir, mais les banques centrales ne peuvent remplacer ni des plans de transition des entreprises, ni des politiques publiques saines. Alors, pardon, je vais un tout petit peu vite. L'autre illusion, ça serait celle, cette fois-ci côté budgétaire, d'un financement public massif, ce d'autant plus en France où, je n'ai pas besoin de détailler, a fortiori devant Augustin, la dette atteint 111% du PIB en 2023. Alors bien sûr, il faudra une part de financement public, mais elle ne peut pas être majoritaire, ni même, je crois, ne le doit. Les révolutions industrielles successives, celle-ci en est une, ont été financées principalement par l'initiative privée, pas par des deniers publics. Reste qu'il faut les incitations adaptées. Et les incitations, c'est évidemment le mot-clé, ce qui m'amène au slide suivant, parce que le face-à-face euro-américain est particulièrement sensible sur la forme de ces incitations.
Alors, on a résumé là, de façon assez simple, les trois possibilités des réglementations, qui est plutôt la voie européenne, le très ambitieux paquet vert Fit for 55, des subventions, qui est plutôt la voie américaine avec le fameux Inflation Reduction Act, ou enfin tarification à travers un prix du carbone. Alors, je voudrais dire ce soir que ce triangle, et c'est évidemment toujours le risque quand on présente comme ça, n'est pas un triangle d'incompatibilité. Parce que chacune de ces pointes, prises isolément, a ses limites. La crainte de l'écologie punitive pour les réglementations, les dérapages budgétaires et les aléas politiques, on risque de le voir aux États-Unis pour les subventions, et, nous le savons, les fortes réticences sociales à la tarification. Et donc, il faut une combinaison de ces trois solutions. Reste que le troisième point du triangle, un prix du carbone plus élevé, sera indispensable, bien que politiquement impopulaire, cela reste une évidence économique, quelle qu'en soit la forme, et on sait qu'il y a plusieurs formes, y compris des quotas, ce prix devrait être mondial, pas seulement national ou européen, et socialement équitable. L'Europe, qui est ici en avance relative, doit inlassablement plaider pour cette nouvelle frontière internationale. Parce que seul un signal prix peut, à terme, amener un alignement du comportement des entreprises, des consommateurs et du financement privé. Et j'insiste sur ces financements privés, et j'en arrive à mon deuxième point, parce que c'est ceci qui permet des rendements attrayants, une telle tarification du carbone, sur les investissements verts. J'en viens donc à ces ressources privées significatives. Face à ces besoins importants, l'Europe dispose en effet d'une ressource inconnue, ou presque inconnue, son excédent d'épargne privée, entreprises et ménages confondus. Alors on l'a résumé sur le graphique de gauche, c'est la barre bleue, représente, vous le voyez, plus de 4% du PIB européen en 2023. Alors bien sûr, une partie sert à financer les déficits publics qui sont en rouge en dessous. Mais en solde, la capacité de financement net de l'Union européenne atteint 1,8% du PIB, c'est-à-dire plus de 300 milliards d'euros. Il y a donc un enjeu crucial de mobilisation de ces ressources qui sont aujourd'hui investies, notamment aux États-Unis et dans les pays émergents, principalement sous la forme de titres de dette, en moyenne, et c'est ce qu'on a mis à droite, vous voyez qu'il y a une assez forte corrélation par rapport à la capacité de financement européenne, en moyenne 260 milliards par an d'investissement depuis 2015. Pour le dire autrement, et je suis conscient de la simplicité du constat macro, la solution est un peu plus sophistiquée, je vais y venir dans un instant, mais aujourd'hui, nous, Européens, finançons de la dette extra-européenne au lieu de soutenir le développement de nos entreprises et la transition. Nous avons d'un côté les besoins d'investissement et de l'autre les ressources permettant d'en financer une bonne part. L'urgence, c'est donc de construire des ponts effectifs de ces ressources vers ces besoins en réaffectant les flux de capitaux européens. Et c'est là que nous retrouvons ce projet vu comme un peu ancien et trop technique de l'Union des marchés de capitaux. Alors je crois qu'il y a un sujet d'intitulé d'abord qui ne dit pas bien son objectif. C'est pourquoi, en reprenant la proposition du rapport Letta qui a été remis jeudi dernier sur la table du Conseil européen, je plaide pour une véritable union pour l'épargne et l'investissement qui marquerait l'objectif allocation de l'épargne européenne en faveur de la transition écologique. Ce rapport Letta et sans doute le rapport Noyer publié pour la France ce jeudi, ici, vont dans ce sens. Ça, c'est la finalité. Et je crois que c'est important de la marquer, qu'un objet qui était vu comme technique devienne un objectif stratégique et politique. Mais il nous faut aussi, à l'appui, des instruments moins nombreux, mais plus ambitieux.
Alors, je vais me permettre de renvoyer aujourd'hui, c'est le hasard du calendrier, à ce document que j'ai publié ce matin. C'est la lettre traditionnelle au président de la République et où nous détaillons un peu, parmi les pistes pour l'Europe, cette union pour l'épargne et l'investissement. Mais ce soir, je veux insister sur un des instruments, la finance durable, qui constitue par définition un instrument privilégié. L'Europe a été pionnière en ce domaine. Elle a établi un corpus réglementaire unique, taxonomie, SFDR, CSRD, notation ESG, on vient d'en parler, permettant de cadrer la publication d'informations extra-financières et ainsi d'orienter les financements européens. Je ne prétends pas qu'il y ait consensus absolu sur ces normes, leur acceptabilité, mais elles ont le très grand mérite de cadrer l'information et de permettre d'orienter les financements. L'Europe est en outre un émetteur majeur d'obligations vertes, vous le voyez ici, représentant 40% du marché mondial en 2023. Alors, pour soutenir le développement de ces instruments financiers durables, il paraît d'abord très souhaitable de continuer à développer des certifications contrôlées par l'ESMA. Je note que les opportunités offertes par la tokenisation en matière de transparence et de programmabilité s'avèrent particulièrement prometteuses dans le domaine de la finance verte, mais je ne prétends pas vous ennuyer au terme de cette longue journée de travail avec les charmes de la tokenisation. Par contre, je vais insister un peu plus pour finir sur la titrisation verte. Ça, c'est un levier majeur de financement de la transition. Or, autant l'Europe est en avance dans les obligations vertes, autant, partie droite du slide, elle est étonnamment en retrait dans ce domaine. 90% des titrisations vertes sont actuellement réalisées aux États-Unis. Or, la réglementation européenne vient d'ouvrir, fin 2023, la possibilité de mobiliser le label EUGB, European Green Bonds, pour les titrisations vertes, dès lors que les fonds dégagés au bilan des banques, par exemple par la titrisation de crédits immobiliers, seraient affectés à des activités durables selon la taxonomie européenne. Pour le dire autrement, pas besoin que les crédits d'origine soient verts pour qu'on puisse parler de titrisation verte, dès lors que les fonds dégagés par la cession de ces crédits seraient, eux, affectés à des projets verts. Et là, ça représente une capacité de financement de projets verts par les banques qui pourrait être accrue de plusieurs centaines de milliards d'euros par an. Donc nous ne parlons pas d'un gadget ou d'un greenwashing élégant, nous parlons d'un instrument pour débloquer enfin la titrisation en Europe. La Banque de France plaide donc fortement pour le développement de ce segment de marché, en cohérence avec la position commune, forte, peut-être pas assez notée, mais forte, que nous avons adoptée dans le Conseil des gouverneurs à l'unanimité le 7 mars dernier autour de Christine Lagarde. Ce dispositif pourrait en outre bénéficier d'une mutualisation via une plateforme d'émission européenne commune, voire bénéficier de dispositifs publics incitatifs comme une garantie européenne. Alors, je voudrais résumer mon propos, peut-être une bonne partie de la journée aussi, en disant que face à la question du financement de la transition, nous devons combattre deux tentations symétriques. Il y a la tentation du découragement en constatant l'ampleur des besoins d'investissement, et puis il y a la tentation de la magie publique. Pour échapper à l'une comme à l'autre, je voudrais dire ici, en conclusion, une conviction très ferme. Ces transformations sont non seulement souhaitables, mais elles sont finançables. Nous pouvons réussir à une double condition. D'abord, que nous mobilisions l'épargne privée à côté de fonds publics, et ensuite que nous le fassions dans une coalition qui réunisse l'Europe et sa puissance financière et qui réunisse ses acteurs tant publics que privés.
Je crois, cher Yves, que quand je parle de coalition, je rejoins à mon terme l'objet même de l'Institut pour le financement durable et je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, Monsieur le Gouverneur, de nous avoir fait l'honneur de votre présence ce soir. Merci à vous tous pour votre participation, pour vos questions. Et nous sommes maintenant tous invités à nous retrouver autour d'un verre. Voilà. Bonne soirée.